Il s'agit de monsieur Stéphane Morio. Bonsoir Stéphane, Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nicolas. comment vas-tu? Écoute, en très bonne forme. Quand je vois les commentaires et l'enthousiasme et la motivation, j'aurais du mal à dire pas en hyper forme. Donc non, top, top. Ravi d'être avec vous. Génial, tu vois, on a Ophélie qui nous dit rentrer sur les chapeaux de roue est très stimulante. On a quelqu'un qui nous dit quelque chose en attente du pull de la grand-mère de Stéphane. Bon, moi je connais l'histoire et ça va être excellent. Justement, peut-être qu'on va pouvoir y aller assez rapidement vers ça. Ce qu'on pourrait faire néanmoins, c'est que tu puisses te présenter auprès de ma communauté, au moins pour ceux d'entre eux qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu peux me dire qui est Stéphane? Bon, alors d'abord, Stéphane, c'est le papa de 6 heureux enfants, ou le papa heureux de 6 enfants, on peut le mettre dans tous les sens. Et puis quelqu'un qui a consacré sa carrière, ou une grande partie de sa carrière, à un sujet un peu particulier, qui est le sujet du feedback. Et donc aujourd'hui, en fait, je suis conférencier et auteur, et je passe une grande partie de ma vie à donner des conférences ou animer des masterclass sur le feedback et un certain nombre de notions qui tournent autour de ça. Et puis à écrire aussi des livres. Et j'en ai sorti un en mars qui s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations. Voilà, donc c'est ma vie aujourd'hui et j'essaye de diffuser les idées qui tournent autour de ces travaux, qui sont des travaux de recherche et puis des travaux de mise en pratique de ça. J'adore. Et ce que j'adore particulièrement, c'est que, en fait, je te l'ai pas encore déjà dit ça, mais moi, tu m'impressionnes à deux titres. Évidemment, ton expertise et le côté brillant et singulier que tu as, mais surtout, je trouve que d'un point de vue de positionnement, marketing, stratégique, on dit toujours que quand on est un peu partout, on est nulle part. Et toi, tu arrives à mettre le doigt sur le feedback. Je sais que tu as étudié tout ce qui a pu être écrit sur la planète sur cette thématique-là. Le livre que tu as fait, je m'en veux, j'aurais dû avoir, j'étais à ta soirée de lancement de ton livre, j'aurais dû l'avoir à côté pour pouvoir le montrer. Grave erreur de ma part. C'est vraiment une bible du sujet qui mérite d'être lue et relue et relue. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ce sujet-là, le feedback précisément, j'ai décidé de dédier ma vie à ça, alors que tu as eu de grandes expériences de direction dans des grands groupes, alors que pour le coup, on est dans le sommet Leader Time, tu aurais pu parler du leadership au sens large, de l'engagement, de la motivation, de la cohésion, de différents autres types de sujets. Qu'est-ce qui t'a amené à cette idée-là de uniquement ce sujet si précis? Alors, pour être tout à fait honnête, et c'est pas qu'une formule, c'est ma croyance profonde. C'est pas moi qui ai choisi le feedback. Je pense que c'est le feedback qui m'a choisi. Et je le pense profondément. C'est-à-dire que Waouh! je me suis pas levé un matin en me disant waouh. Il y a un créneau stratégique, je vais occuper ce créneau stratégique. Absolument pas. Ça s'est passé de façon très aléatoire. En fait, l'histoire réelle est la suivante. En 2014, j'organisais chaque année, comme toi, au mois de septembre, un séminaire, une journée de conférence. Moi, je faisais une journée de conférence. J'invitais des copains chercheurs, psychologues du monde entier. Et puis, j'invitais mes clients, mes prospects, ma communauté, pendant une journée à écouter des gens que je trouvais brillants. Et cette année-là, en 2014, je faisais toujours la première conférence, tu vois, pour dire, bon, voilà. Et cette année-là, j'étais complètement à la rue. Mais vraiment à la rue. Voilà. Et puis j'avais beaucoup d'organisation. L'équipe était encore petite à l'époque. Bon, bref, je suis à la rue et la nuit. Donc j'amène mes copains à dîner le jeudi soir, c'était le vendredi, et dans la nuit, je me dis il faut que je ponde ma conférence. J'avais quelques heures, quoi. Et il se trouve que à l'époque, j'enseignais la psycho à UCL à Londres et j'avais travaillé, je fais un programme de recherche avec mes étudiants et on avait comme ça trouver un certain nombre de choses. Je me suis dit, tiens, je vais rassembler ça. Puis le lendemain matin, je ferai mon ouverture. Ça ne sera pas bon, mais au moins, j'aurai quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, à la fin de mon intervention, des gens sont venus me voir en me disant, mais écoute, c'est passionnant, viens raconter ça à notre comité de direction. Waouh! Alors, les bras m'en sont tombés, c'est vraiment passé comme ça. Waouh! Et je me suis dit, alors là, pour le coup, par contre, là, d'un seul coup, c'était plus du hasard. Je me suis dit, attends, j'ai déjà donné plein de conférences sur plein de thèmes, ça n'a jamais intéressé personne. Et là, d'un seul coup, je parle de ce truc qui est vraiment bateau, parce que franchement, voilà, une fois qu'on a dit le feedback, c'est nourrir en retour. Et là, je me suis dit, attends, là, il y a un truc, on va creuser ce truc-là. Et là pour le coup, après, on a investi, on a, etc. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Mais donc, le départ, c'est vraiment du pur hasard.
C'est fou parce que, en effet, tel que tu racontes l'histoire, c'est bien le feedback qui t'a choisi et qui a décidé de venir à toi. C'était Michael Jackson qui enfin le producteur de Michael Jackson qui disait, «J'avais Michael Jackson qui, au milieu de la nuit, me laissait un message, en me disant: Il faut noter ça, il faut noter ça, il y a l'idée qui m'est venue, c'est hyper important». Et moi, j'étais là: «Ouais, OK Michael, mais bon, pas la peine de me réveiller en pleine nuit, on pourrait en parler dans» «Non, non, non, tu le notes et on va le faire parce que sinon c'est Prince qui va le faire». Et en fait, les idées venaient à lui et il disait: «C'est le moment de lancer ça». Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire qui est passionnant. Ouais, ce truc du feedback est quand même somme toute assez banal, nourrir en retour. Moi, ce qui me stupéfait chez toi, et j'apprends beaucoup à travers chacune des fois où je peux te lire dans ton livre, dans notre espace WhatsApp collectif, etc., c'est comment est-ce que tu as réussi à faire de cette chose qui avait l'air du pas grand-chose, alors du fondamental, mais du pas grand-chose, des techniques précises, des enchaînements précis, où tu arrives à en faire de véritables outils de progrès et de transformation. Qu'est-ce qui t'a amené à faire, je dirais, à cultiver cette expertise et à en faire des outils multiples et très concrets et très opérationnels et très transformatifs? Alors, il y a deux grandes explications. La première, c'est quand j'étais petit, j'adorais jouer au Lego. Et je crois que j'aime toujours jouer au Lego d'ailleurs. C'est-à-dire que, et ça a ça a formaté mon esprit. C'est-à-dire que je suis assez mauvais en créativité pure. Tu vois, tu me donnes une page blanche. Mais par contre, je suis assez bon en assemblage de briques de Lego. J'ai passé probablement des milliers d'heures enfant et encore aujourd'hui avec mes enfants, je joue. Et j'ai un esprit qui sait assembler les choses. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est que le contenu, en fait, j'ai eu la chance de croiser sans le savoir tout un tas de gens au départ qui étaient pour certains des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets d'assessment de feedback, plus tard sur des gens qui ont travaillé, alors j'ai plus travaillé moi dans un autre univers de haute performance que le sport, mais qui est la musique et l'opéra ou le jazz en particulier, la musique classique. Et donc j'ai croisé aussi ces univers-là. J'étais en entreprise, comme tu l'as gentiment dit, eu la chance d'occuper quelques postes dans des grandes entreprises cotées. J'ai parallèlement à ça monté des startups et été entrepreneur une grande partie de ma vie. Et quand j'ai mélangé tout ça, Mmh. finalement, ça m'a montré qu'il y avait plein de manières de prendre ce sujet et de réaliser que finalement, en fait, le feedback, ça avait été le fil rouge de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance dès le départ de tomber dans un cabinet qui travaillait très très bien sur le sujet. J'ai été formé par d'excellents consultants, d'excellents chercheurs sur ces thématiques-là. À l'époque, je ne savais pas du tout que j'en ferais quelque chose. Puis ensuite, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de l'assessment. J'ai beaucoup évalué des gens. Donc, j'ai donné des milliers de feedbacks dans ma vie. Et puis voilà, petit à petit, les choses s'imbriquent. Et puis, quand tu as toutes ces pièces, tu les mets ensemble. Et puis, d'un seul coup, tu dis, ah, mais tiens, mais j'ai un truc, c'est un 5900 pièces, mon machin, là. Bon, voilà. Et donc, ça te rend un peu passe-partout, dans le fond, parce que le sujet est petit, mais c'est une sorte, Mmh. c'est une sorte de cheval de Troie. C'est-à-dire que Mmh. c'est un petit sujet, mais qui te permet de travailler de plein de choses. Alors, il paraît inoffensif au départ. Voilà, on va faire un séminaire sur le feedback, une conférence sur le feedback. Et puis, en fait, tu pointes du doigt là-dedans des trucs sur le leadership, des trucs sur les performances d'équipe, des Mmh. innovations, des trucs sur l'agilité. Et donc, Génial. finalement, tu rentres par un petit truc, puis tu leur dis, mais attendez, regardez ce que ça couvre. Et donc, je joue sur cet effet-là, bien sûr, tu vois, sur l'effet de se dire, bah, attends, ça doit être une conférence un peu fastoche, faite par un psy qui va nous raconter encore la bienveillance, la qualité de vie au travail, le bonheur des abeilles. Et puis finalement, ils se rendent compte que oui, bien sûr, Mmh. je parle aussi de bienveillance, mais je vais parler beaucoup d'exigence parce que je suis très, très inspiré par les univers que toi, tu connais d'ailleurs beaucoup mieux que moi, qui sont les univers de haute performance. Et je suis passionné par cette conjugaison de l'exigence et de la bienveillance. Et dans mes travaux, j'ai montré qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils qui permettaient d'être simultanément exigeant et bienveillant, soit avec un individu, soit avec un collectif. Et j'ai trouvé ça assez passionnant, en fait. Ouais, ça l'est complètement. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Laurent Mignard, qui est conférencier également, spécialiste du jazz et qui a été un de mes invités dans une précédente édition du Sommet Leader Time. Ça te permet à la fois de lui faire un petit C'est là, oui, coucou, Laurent. voilà, et de te faire un clin d'œil à toi. OK, alors peut-être que tu pourrais nous aider, en tout cas les gens qui auraient pas encore, qui t'auraient pas encore entendu parler, en nous disant ce que n'est pas le feedback. Parce que, moi, j'ai beaucoup appris à tes côtés de voir que des fois, j'avais le sentiment que je livrais des feedbacks et en fait, ça n'en était pas. Parce que le feedback, c'est quelque chose de plus complet et précis pour qu'il y ait un effet transformatif justement que un juste retour d'infos. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ouais, alors, il y a trois grandes erreurs en matière de feedback. La première, c'est de croire que les compliments ou les reproches sont du feedback. Alors, les compliments et les reproches ne sont pas du feedback. Pourquoi? Parce que
ils sont certes des retours, ce sont des backs, mais ce ne sont pas des feeds. C'est-à-dire qu'un compliment ou un reproche, ça ne nourrit pas. Si à la fin de ton séminaire, des gens te disent « Ouais, c'était super Nicolas, bravo, très chouette, très inspirant », ce sont des compliments, c'est très chouette, partagez-en plein avec Nicolas et son équipe. Sachez juste que ça n'est pas du feedback. C'est-à-dire que Nicolas n'apprendra pas quelque chose qui lui permettra encore d'améliorer la formule sur son Leader Time de 2024. Absolument. Alors que si vous prenez le temps de donner du vrai feedback positif ou du vrai feedback correctif, ou les deux, eh bien, tu apprendras des choses qui auront un impact sur ta performance future. Donc, les compliments et les reproches, pourquoi pas, ça n'est pas du feedback. Deuxième erreur, je l'ai vu d'ailleurs dans le fil rapidement, vous avez dû voir mes yeux switcher à un moment donné, j'ai vu parler de la technique du feedback sandwich. Oui, j'ai vu ça passer tout à l'heure, oui. Voilà, donc le feedback sandwich qui consiste grosso modo à dire je vais te dire un truc pas très digeste, mais je vais l'enrober avec un compliment et un petit encouragement à la fin. Ben là aussi, ça ne marche pas parce que la formule classique de petit compliment, gros mais, liste de reproches, les gens ne sont pas dupes et ils savent très 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 bien que quand tu arrives avec un petit compliment, ils attendent le mais et ils savent que derrière, ils vont se prendre une douche froide. Donc, ils se mettent déjà dans une position défensive et ça ne marche pas. Et la troisième erreur est plus subtile qu'il n'y paraît, et on a passé beaucoup de temps à travailler sur ça, et ça sera d'ailleurs le sujet et un thème d'un prochain livre de façon plus extrapolée, mais globalement l'idée c'est on ne déguise jamais un ordre en feedback. Et on distingue dans notre relation à l'autre ce qui relève de l'ordre, qui pour moi appartient à l'univers du leadership par soumission, du feedback qui lui relève de l'univers du leadership par engagement. Et la différence entre les deux, elle est dans la fameuse expression « le feedback is a gift », le feedback est un cadeau, qui est une espèce de poncif. Je ne sais pas moi du tout qui a inventé ça, on ne sait même pas qui a dit ça le premier, tout le monde dit ça. Et ça agace même parfois un certain nombre de gens, parce qu'ils disent « mais attends, il n'y a pas un cadeau ». Si, un feedback c'est un cadeau, mais il faut s'interroger sur ce qu'est un cadeau. Et un cadeau, c'est par essence un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Un cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Et donc, si le feedback est un cadeau, alors le feedback est un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. La liberté est au cœur du feedback. C'est-à-dire que quand je donne un feedback à quelqu'un, s'il le prend, tant mieux. Et s'il ne le prend pas, tant mieux. Et j'insiste bien, je n'ai pas dit tant mieux, tant pis. J'ai dit 2 fois tant mieux parce que je reconnais pleinement la liberté de l'autre de prendre ou pas. Alors que dans l'ordre, il n'y a pas de liberté. Dans l'ordre, je veux que tu appliques. Et moi, ma conviction de fond, c'est qu'on a besoin des deux dans une relation humaine. On a besoin des deux dans les bonnes proportions. Et j'imagine que dans l'univers sportif, tu dois observer ça, ou tu l'as probablement vécu, un entraîneur, un coach qui à un moment donné va donner un ordre à son équipe, une directive, quelque chose, mais dans lequel l'équipe n'a probablement pas son mot à dire. Et puis à côté de ça, tout un tas de choses qui relèvent du feedback et qui laissent de la liberté à l'équipe ou aux joueurs. Et je pense qu'il faut clarifier les choses parce qu'aujourd'hui, on met un peu tout et donc on se sert du feedback. Bon, écoute, je te donne mon feedback, mais tu aurais quand même intérêt à le suivre. Bon, c'est plus du feedback. Ouais. Donc, et moi, je pense qu'en particulier avec cette nouvelle génération qui a un rapport à l'autorité qui est parfois un peu plus difficile ou en tout cas différent de ce qu'on a peut-être pu connaître dans les anciennes générations, il faut expliquer ça. Parce qu'en réalité, ordre et feedback ont des avantages et des inconvénients inverses. L'ordre, son grand avantage, c'est que si tu as de l'autorité, il va normalement produire un effet immédiat. Le problème de l'ordre, c'est qu'il crée rarement un effet durable. Et le feedback a les avantages et les inconvénients inverses. C'est-à-dire que le problème du feedback, puisqu'il est libre, c'est qu'il ne créera peut-être pas un effet immédiat. Par contre, son gros avantage, c'est que si effet il y a, eh bien cet effet sera durable. Et comme dans la vie, on a parfois besoin de créer des effets immédiats et parfois besoin de créer des effets durables, on a besoin de trouver un ratio entre les ordres et le feedback. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu as pu identifier à travers tes recherches quelle serait, peut-être que la question est un peu caricaturale, et si c'est le cas, j'en excuse, mais je préfère la poser, quel serait le ratio qui serait idéal entre les ordres et les feedbacks? Alors, j'ai un ratio purement théorique, ce qui veut dire à ce moment-là de la démonstration purement pipeau, c'est-à-dire qu'il n'est soutenu par aucune science, si ce n'est la mienne, ma croyance profonde, mais ce que je dis dans toutes mes interventions, c'est qu'il faut viser un ratio 10%, 90%. 10% de management par soumission, 90% de management par engagement. Autrement dit, 10% d'ordre et 90% de feedback. Et c'est ça qui va faire que quand tu vas donner un ordre, l'ordre va être respecté.
Parce que si tu ne donnes que des ordres, c'est comme avec les enfants. Si tu passes ton temps à leur donner des ordres et à leur crier dessus, il y a un moment donné, ils développent une stratégie de coping, ils ferment les écoutilles, ça leur passe par-dessus, ils trouvent toutes les excuses du monde et tu n'as plus d'autorité. Et tu peux pas non plus tomber dans la caricature inverse qu'on nous vend parfois en disant il faut être que tout le temps dans le dialogue, dans le consensus. Absolument. Mais non, mais il y a que des gens qui n'ont pas managé qui peuvent Oh raconter. oui, oh oui. La vraie vie, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont besoin de temps en temps qu'on les recadre. Et donc, il faut créer cette règle-là. Alors maintenant, ce 10-90, il est fluctuant. Et on peut imaginer des équipes en entreprise, et j'imagine aussi des équipes sportives. Je sais pas, demain, tu es nommé directeur ou entraîneur d'une équipe qui est partie complètement en vrille, qui ont pris des mauvaises habitudes, ils n'arrivent pas à l'heure en l'entraînement, les mecs, ils se bourrent la gueule la veille. Ça va pas être avec du feedback, les amis, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas basketteur, mais ça va être avec une autre forme. Ça va plutôt le faire dans le domaine du foot à la Giroud, je pense. Vous voyez, tu vois, ça va plutôt être un truc dans le genre. Et par contre, il faut viser de rééquilibrer pendant le temps. Parce que autrement, tu vas créer à un moment donné une performance, comme on voit d'ailleurs en sport, des équipes qui vont performer à un moment donné, et puis, pof, le coup d'après, elles vont plus performer. Donc, on en revient sur ce court terme et ce long terme. Exactement. Ok, alors maintenant, on a compris, c'est un cadeau, on a compris comment on le pose. Peut-être que ça serait bien d'expliquer l'histoire du pull de la grand-mère, parce que un cadeau peut être de différentes natures, et cette analogie que tu proposes, elle me ravit à chaque fois, parce que quand je l'entends, je dis « Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui ». Est-ce que tu peux nous la raconter? Ouais, alors effectivement, quand je donne mes conférences sur le feedback, je suis systématiquement avec la reproduction à l'échelle d'un gilet qu'a fait ma grand-mère. Alors j'avais une grand-mère qui était tricoteuse et qui adorait ça, et j'étais enfant, je détestais. Mais vraiment, j'ai été traumatisé par les pulls de ma grand-mère, et on est retombé récemment en famille sur des vieilles diapositives, et franchement, je comprends pourquoi je détestais les gilets de ma grand-mère. Il se trouve qu'un jour, j'ai repris une photo et j'ai inventé cette routine, parce que c'est une routine en fait, sur le gilet de la grand-mère. Donc, je monte sur scène, j'ai pas mon gilet. Très, très vite, dans les 2 premières minutes, j'explique pourquoi il faut que je mette le gilet de ma grand-mère. Donc, c'est un gilet avec des bandes orange, vert, marron. Enfin, c'est monstrueux. Mais donc, je fais toute ma conférence avec le gilet de ma grand-mère, et à la fin, j'explique pourquoi tout ce qu'il faut savoir sur le feedback est dans ce gilet. Et j'explique donc un gilet à mon époque. Un gilet, ça avait 3 grandes caractéristiques. Et puis, dans l'assemblée, il y a des gens qui ont vécu ça, etc. Et dit, bon, le gilet de grand-mère, il était souvent très moche. Le gilet de grand-mère, il était dans une laine improbable. Tu sais pas si c'est de la laine de yak, mais la laine fil d'art à l'époque, pour ceux qui sont de notre génération, c'était une laine qui piquait. Tu sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est un mystère de la science, parce que si vous connaissez la réponse, je la prends volontiers. La laine fil d'art, c'était une laine qui piquait. Tu avais des tricots de peau à l'époque, et tu mettais ça par-dessus, ça faisait des étincelles d'ailleurs, tu devenais électrique, mais ça piquait. Et la 3e caractéristique du pull de grand-mère, c'est qu'il n'est jamais à la bonne taille, parce que ta grand-mère est prévoyante. Et donc, toute la démonstration, c'est de dire, voilà, vous vous retrouvez avec un pull qui est moche, qui gratte et qui n'est pas la bonne taille. Et pourtant, quand votre grand-mère vous transmet ce gilet fabriqué avec tant d'amour, quel est le seul et unique mot, bravo, que vous leur offrez en retour? Eh bien évidemment, ce mot-là, c'est merci. Et donc, je fais le parallèle entre le pull de ma grand-mère et le feedback en disant, un feedback, c'est pas toujours très beau. Un feedback, ça peut gratter. Et un feedback, c'est pas toujours fait à la bonne taille. Et la prochaine fois qu'on vous en donne un, s'il vous plaît, répondez par un mot et par un seul merci. Voilà. Et je crois profondément à ça, parce que dans les cours que j'anime, les gens me disent, mais alors le feedback, c'est un truc de conversation. Alors, je ne peux pas dire complètement non, parce que bien évidemment, j'ai écrit mon bouquin Feedback, le pouvoir des conversations. Mais je leur dis oui et non. Et le non, c'est de dire, quand vous recevez du feedback, il y a un truc qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à se taire. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. D'apprendre à se taire et de réfléchir, juste dire ce fameux merci, et puis d'essayer de comprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu comme ça, des situations bluffantes dans l'univers de la haute performance. J'ai fait des clins d'œil au sport, je vais aller plus sur mon territoire qui est la musique. J'ai comme ça vu un jour, j'ai assisté à une séance de coaching d'une chanteuse d'opéra avec un pianiste célèbre, et je leur avais demandé gentiment de pouvoir être dans la pièce et juste de les observer. Et à un moment donné, ils travaillaient un morceau de Mozart. Et le pianiste s'arrête et il dit, alors j'ai plus la mesure exacte, mais il dit, bon, dans la mesure 243, le si bémol, il faut que tu le fasses différemment. Et moi qui suis malgré tout musicien, je me suis dit, mais attends, mais un si bémol, c'est un si bémol. Tu appuies sur la touche, c'est un si bémol.
Et là, ils reprennent 2 mesures avant, ils reprennent le morceau et la chanteuse change le si bémol et en fait quelque chose d'encore plus joli. Et j'ai dit ça c'est merveilleux parce que dans mes comités de direction, et j'en ai animé quelques-uns dans ma vie, force est de constater que, un, on ne se partage pas du feedback comme ça, et deux, quand quelqu'un nous fait un feedback, on va justifier, on va argumenter, on ne va pas l'écouter, etc. C'est magnifique ce fait de je ne conteste pas le si bémol, je ne cherche pas à dire mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi ton histoire, un si bémol c'est un si bémol, non, tu as dit on change le si bémol, je reprends et j'essaie de changer le si bémol. Et les organisations ou les équipes ou les individus d'ailleurs, si le jour où tu es capable de faire ça, ta courbe de progression elle est extraordinaire parce que d'un seul coup tu testes des choses en permanence, tu mets plus ton ego en avant et tu mets, merci beaucoup, tu mets derrière l'apprentissage en avant. Ça, c'est une école de l'humilité. C'est une école qui combat l'ego. Et à minima dans les entreprises, il y en a beaucoup. J'imagine qu'en sport, il doit y en avoir quand même un peu. Là, tu vas sans doute témoigner beaucoup plus que moi. Mais voilà. Et en fait, l'idée du feedback, c'est ça. Et donc, en titre de clin d'œil, je dis souvent, on devient un king ou une queen du feedback le jour où on est capable d'accepter un feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus souvent en retard que toi. Parce que le jour où tu as compris ça, tu as compris essentiel dans ta life, c'est que l'important dans le feedback, c'est pas le messager, c'est le message. Et ça, c'est une vraie leçon de sagesse, me semble-t-il, parce que, et moi le premier, les gens qui me donnent du feedback, j'ai une tendance naturelle à me dire, bon, alors lui, je l'aime bien, je le respecte, c'est un de mes copains, machin, donc je le prends. Et puis lui ou elle, je le prends moins parce que voilà. Et en fait, la réalité, c'est que cette posture-là n'est pas la bonne. Et la posture du feedback, c'est dire je peux apprendre de n'importe qui peut me donner un bon conseil. Et ça, une fois qu'on a intégré ça, bien évidemment, on avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est clairement le positionnement de l'ego qui nuit au collectif, ça on le sait, et qui fait qu'on aurait du mal à accepter de prendre ce feedback sous couvert du fait que l'ego est attaqué. L'ego, c'est la structure à l'intérieur de nous qui veut juste qu'on végète, qu'on reste tel qu'on est. L'ego n'a rien à voir avec la grosse tête, il veut juste qu'on reste ce qu'on est. Or, dans les environnements avec lesquels tu travailles, c'est-à-dire les entreprises de très haut niveau et pour le coup le sport de haut niveau, mais tous les domaines artistiques de haut niveau également, j'ai pu observer que les hauts performeurs, on va mettre tous ces gens-là dans un même paquet, sont ceux qui sont, et ça je l'avais pu l'observer avant de te connaître même, sont ceux qui prennent le feedback, mais surtout une fois qu'ils l'ont pris, qui essayent de l'implémenter le plus vite possible, quitte ensuite à se dire, écoute, c'était pas adapté, ou autrement, ou différemment, ou dans un autre timing, mais par contre, je le prends tout de suite, je le mets en place et je laisse l'ego à ma juste place. Et cet aspect-là, il me semble fondamental, parce que évidemment, comme on est là pour parler de leadership au sens large, l'exemplarité est en première. Si moi qui suis leader, ou chacun d'entre nous qui sommes leaders, quelle que soit notre fonction, on l'a bien dit hier, comme avec le bouquin de Robin Sharma, Leader sans titre, et quel que soit notre titre, dès lors qu'on arrivera à recevoir, accepter, tenir compte et faire quelque chose de tous les feedbacks qui nous seront donnés, alors il sera tellement fluide et facile de pouvoir, pour le coup, les prodiguer et les apporter aux autres. Ouais. Alors, je peux commenter ça. Je t'en prie. Pour moi, l'ego, c'est l'effort que je ne fais pas pour l'autre. Ah, joli, j'aime. L'ego, c'est de ne pas faire un effort pour l'autre. Et pourquoi ça permet d'apprendre plus vite ? Parce que, imaginons que je ne te connais pas, voire même je ne t'apprécie pas, je te connais mais je ne t'apprécie pas, je vais faire l'effort pour l'autre. Et je vais me dire, tiens, mais ce que tu me dis là, effectivement, il y a peut-être un truc à faire. Et alors, je peux te donner, moi, ma règle de vie. Mais avec grand plaisir, on est là pour partager. À la fois en conférence et puis à la fois dans un univers musical. Ma règle de vie, c'est je prends 80% des feedbacks qu'on me donne. Je teste 80% des feedbacks qu'on me donne. C'est-à-dire que je me dis 20% pour dire, alors quand je ne les compte pas, mais je veux dire, globalement, je fais du Pareto. Il y a 20% où je me dis, bon, il y a un moment donné, si tu me dis, tiens, j'ai un feedback correctif, essaye de sauter du 7e pour voir si tu voles. Bon, j'ai quand même compris qu'il y avait Newton qui était passé par là, donc je ne vais pas faire non plus n'importe quoi. Mais je vais essayer d'appliquer 80%, ce qui veut dire que je vais aussi appliquer des feedbacks auxquels je ne crois pas. Pourquoi tu peux faire ça ? Tu peux faire ça parce que tu as suffisamment pris de feedback positif dans ta vie. Alors, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une présentation quelconque, une présentation dans une réunion d'entreprise, etc. Si à un moment donné, quelqu'un te dit, tiens, dans ta prochaine réunion, peut-être tente ce truc ou ce truc-là, dans ta vie, tu as déjà fait des centaines de réunions, tu en feras encore probablement quelques centaines. Donc, fondamentalement, si j'essaie dans une réunion un truc même qui ne me parle pas, ma vie n'est pas en jeu. Et donc, cette idée itérative
de je mets mon ego de côté, je teste, elle permet en fait de se rendre compte que dans des zones de croyance, on va pouvoir pousser nos zones de croyance et, et se rendre compte que finalement, il y a des trucs qu'on n'aurait pas vu pour nous qui marchent très bien. Et ça, c'est la magie du feedback. C'est-à-dire qu'il faut réaliser en fait qu'il y a un écart fondamental entre d'un côté notre identité et de l'autre côté notre réputation. Notre identité, c'est la personne qu'on croit être. Et j'insiste que nous croyons être. Avec tout notre spectre, notre filtre. Notre réputation, c'est la personne que les autres savent que nous sommes. Et il ne faut pas inverser les verbes. Parce qu'en management, par exemple, tu demandes à un manager, tiens, décrivez-moi votre style de management. Et puis, il va te dire, ah ben moi, ma porte est toujours ouverte. Tu vas voir les équipes, tu dis, bon alors, la porte est toujours ouverte. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Mais alors, il n'est jamais dedans. Ou alors, quand il est dedans, il consacre 2 minutes 30 parce qu'au bout de 2 minutes 31, il est déjà sur un autre sujet, sur son email, sur son iPhone. Donc, qu'est-ce qui est important dans la vie? Ce n'est pas l'identité, c'est la réputation. En leadership, la réputation est fondamentale. Or, c'est quoi la réputation? C'est souvent la somme des post-it qu'on te colle dans le dos et dont on ne parle jamais. Oui. Et donc, le truc qui consiste à se dire, attends, si la réputation, c'est vraiment très important, il faut que je la connaisse. Or, comment connaît-on sa réputation? Il n'y a qu'un seul moyen, il s'appelle le feedback. Le feedback, c'est un moyen de réconcilier, de rapprocher ce que l'on croit de nous-mêmes et ce que les autres savent de nous-mêmes. Et ce que je dis là, ce n'est pas du tout de la science, c'est vraiment de la conviction personnelle, mais acquise après avoir quand même un peu travaillé pendant 20 ans sur le sujet. Mais j'ai observé que les gens qui avaient des réputations très éloignées de leur identité avaient tendance à être un peu moins heureux dans la vie que les gens qui avaient des réputations proches de leur identité. Et si cette démonstration-là est vraie, ça veut dire que le feedback, c'est certes un outil de performance, un outil de collectif, un outil d'innovation, etc. Mais ça veut dire que c'est peut-être aussi un outil qui contribue modestement, mais quand même un peu à notre bonheur. C'est hyper intéressant parce que juste avant que je prenne le live, dans les 10 minutes qui ont précédé, j'ai eu la DRH d'une entreprise auprès de laquelle je vais animer le comité de direction la semaine prochaine et elle sera présente. Et elle me dit, bon voilà, il y a un sujet, des fois on s'entend tellement bien dans le comité de direction. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire. On s'entend tellement bien dans le comité de direction que des fois, on n'ose pas trop se dire ce qu'il y a. Et on se disait, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet? On ne sait pas trop comment. Et tu vois, tu as utilisé l'expression, les post-it qu'on colle dans le dos. Et en 3 minutes, on a trouvé le truc tous les deux. Je lui ai dit, elle me dit peut-être que chacun pourrait écrire sur des post-it ses qualités, ses défauts, et les autres pourraient lui dire, c'est ce que je vois, est-ce que je vois pas, etc. Je lui dis oui, ok. Et ce qu'on va faire, c'est que chacun va écrire ses qualités, défauts, enfin peu importe, on peut spécifier, et chacun va écrire concernant les autres ce qu'il voit justement en termes de qualité ou défaut chez les autres, sans qu'on sache que ça vient de Delphine, de Fred, de Vincent, etc. Et ensuite, on va recroiser ça et on va voir comment le miroir peut venir. Et purée, j'adore parce qu'en réalité, tu es juste en train de valider à travers tout ce que tu as expliqué ce sujet-là de la différence entre l'identité et la réputation. Et ça a beaucoup de sens, je trouve. C'est vraiment, vraiment précieux. Merci pour ça. Bon, merci beaucoup. Et puis, ravi si ça peut contribuer. Et puis, je vois que Luc a fait référence à la fenêtre de Johari. Et bien évidemment, on est… J'y pensais aussi, c'est incroyable. Tout à fait dans ces lignées-là. Hein, mais il y a un vrai message à faire passer parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de truc dans pas mal de théories de développement personnel qui disent globalement foutez-vous un peu de ce que pensent les autres. Alors, ouais. C'est tout à fait possible si vous avez décidé de vivre dans une caverne seul. C'est-à-dire que si vous quittez la société, vous pouvez effectivement vous foutre complètement de votre réputation. Par contre, si vous avez fait le choix de bosser ou de vivre au milieu d'autres êtres humains, votre réputation est très importante. Et par exemple, en entreprise, elle va conditionner plein de choses, y compris votre augmentation salariale, votre prochaine promotion, etc. Ce n'est pas votre identité qui va faire votre prochaine promotion, hein, c'est clairement votre réputation. Donc, il faut quand même y apporter de l'intérêt, la comprendre, et ça ne peut se faire qu'en allant chercher du feedback. Il y a une très jolie étude. Pardon, excuse-moi, mais il y a une très jolie étude américaine qui est probablement la plus belle étude sur le feedback qui a été menée et ce n'est pas la mienne, donc je peux vraiment d'autant plus l'encenser. Elle est faite aux États-Unis et elle démontre une parfaite corrélation entre le fait pour un leader de demander régulièrement du feedback et le fait d'être perçu comme un bon leader par ses équipes. Et c'est une étude qui est faite sur de mémoire 52 000 personnes. Donc, ça commence à être un peu du corpus intéressant en matière de sciences humaines et ça démontre une corrélation parfaite. Et dans le fond,
c'est pas juste que si je demande du feedback, je suis bon. C'est si je demande du feedback, je m'améliore en permanence. Donc, mécaniquement, je comprends mieux ma réputation. Donc, j'agis plus sur ma réputation. Donc, je deviens un meilleur leader. Ouais, c'est ça. Avec évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important de réenfoncer le clou, l'idée de s'assurer, de faire profondément et authentiquement le travail, pour rapprocher notre idée de notre réputation. Parce qu'on peut voir aussi, notamment dans les entreprises, des gens qui travaillent fort leur personal branding, leur, personal marketing et leur réputation, mais qui en fait effectivement, traduisent, tout autre chose dans les actes. On en revient sur, faire ce qu'on dit, et cetera, et cetera. Du coup, je rebondis parce que tu enseignes également à la perfection. Pour rebondir sur ce que tu as dit à l'instant et sur la corrélation dans cette étude entre le fait pour un leader de demander régulièrement du feedback et la perception positive des équipes, demander du feedback pour un leader, c'est pas facile. Et ça ne peut pas être comme, je vais donner un exemple. Lorsque je travaillais à la Fédération française de basket, j'organisais les séminaires pour les entraîneurs professionnels notamment. Les séminaires avec différents types d'intervenants, un peu des sommets comme on fait là, mais version basket. Et il y avait une personne qui était une sommité dans son domaine, que je faisais intervenir régulièrement. Et à chaque fois que cette personne avait fait son intervention, en mode conférence comme tu le fais, elle venait me voir et me disait « Alors Nico, j'ai été bon, hein. J'ai été bon, c'était bien, j'étais bon. » Et ça, évidemment, c'est pas du feedback. Et du coup, je voudrais bien que tu nous donnes la bonne pratique parce que je sais que tu nous apprends à nous sentir à l'aise avec l'idée de demander du feedback, mais surtout, parce que c'est ça le plus important, à faire que la personne en face soit à l'aise sur le fait de nous répondre honnêtement à cette demande de feedback. Est-ce que tu peux nous rappeler la méthodologie pour demander du feedback et s'assurer qu'on va avoir une réponse la plus honnête, authentique et pour le coup constructive possible? Oui, alors il y a effectivement, quand on demande du feedback, c'est une objection assez classique de se dire, mais j'ai demandé du feedback et j'en ai pas reçu. Ou Exactement. j'en ai demandé, puis ils m'ont un peu ciré les pompes. Ouais, Euh, exactement. alors, déjà, partez du principe que quand vous demandez du feedback et qu'on vous cire les pompes, on est en train de vous dire, je n'ai pas suffisamment confiance en toi pour te dire la vérité. C'est ça que ça veut dire. Parce que si l'ego, c'est le pire ennemi du feedback, le meilleur ami du feedback, c'est la confiance. Et là, c'est un symptôme qui n'est pas grave, mais c'est un symptôme quand même de nous ne sommes pas suffisamment en confiance pour partager du feedback. Alors, ça se travaille. Quelques erreurs et quelques bonnes pratiques. La première erreur, si vous voulez recevoir des feedbacks de qualité, il faut prévenir les gens en amont. Parce que c'est une erreur, bien évidemment, d'arriver et de dire, bon alors, tiens, Nicolas, donne-moi du feedback sur ce que je suis en train de faire. Je veux dire, t'es gentil, on est au milieu d'une interview, il y a des gens qui nous regardent, on va peut-être faire ça après, quoi, tu vois. Quand bien même, juste après, je t'appellerai ce soir en disant, bon alors, Nico, de feedback, tu me dirais, attends, tu veux savoir quoi? Donc, première chose, on prévient les gens en amont. Deuxième règle, on cible sa demande de feedback, c'est-à-dire qu'on évite de demander du feedback générique. Parce qu'en réalité, quand on demande du feedback à des gens, ils peuvent nous donner du feedback sur plein de choses. Or, parmi tous ces sujets, il y en a qui m'intéressent et il y en a qui ne m'intéressent pas. Bon, il se trouve que là, pour le moment, j'ai un peu truc Pulp Fiction derrière moi, un peu par hasard. Franchement, que vous me donniez du feedback sur l'affiche Pulp Fiction, ça ne va pas changer ma life, tu vois. Donc, j'ai par contre d'autres choses qui m'intéressent. Comment vous le savez? Il faut que je vous les exprime. Donc, dans une demande de feedback, on va préciser ce sur quoi on aimerait recevoir du feedback. Troisième erreur et troisième bonne pratique, éviter la formule « s'il te plaît, donne-moi du feedback ». Je sais que c'est très contre-intuitif, mais elle est assez mauvaise, celle-là, et je lui préfère de très loin une formule avec 2 phrases. La première dit « sur ce sujet, dis-moi une chose que j'ai bien faite » et sur ce même sujet, dis-moi une chose que je pourrais améliorer. Et l'idée du feedback en continu, du feedback régulier, du feedback, c'est ce feedback incrémental où on sait, et ça vous le savez en sport et en musique aussi, qu'on ne change pas du jour au lendemain complètement. On fonctionne centimètre par centimètre et c'est petite touche par petite touche, mais petite touche tous les jours, qu'on va réussir à faire un grand champion, une grande championne ou un grand artiste ou une grande artiste. Et c'est la même chose avec le feedback. C'est dis-moi un truc que j'ai bien fait ce soir, dis-moi un truc que je pourrais améliorer. Et demain, quand j'aurai mon prochain podcast ou mon prochaine interview, machin, je vais me souvenir de ça. Ce truc-là, je le garde, ce truc-là, je le change. Oui. Et plus tu le demandes, à des gens différents, plus tu pourras progresser. Donc ça, c'est le troisième principe, dire très régulièrement dans sa vie, tiens, un truc que j'ai bien fait, un truc que je pourrais améliorer. La quatrième bonne pratique, c'est quand vous le recevez, dites merci et essayez de mettre en pratique parce que si vous demandez du feedback et que vous dites ah ben non, oui, non, mais je suis pas d'accord, non, mais en fait, là, oui, mais d'habitude, je ne fais pas comme ça. Tu sais, en entreprise, je ne sais pas si vous avez ça en sport, mais en entreprise, tu as des gens qui disent ah oui, non, mais là, j'ai raté, mais normalement sur le terrain, tu sais, quand tu es en formation, ils disent là, dans l'exercice, j'ai raté, mais normalement, je le fais.
Donc, tu sais, c'est le mec qui dit tiens, normalement, je marque le panier, mais là, aujourd'hui, Ouais. mais sur le terrain, dans le match, je marque. Je dis bah, si tu sais marquer en match, tu sais normalement en marquer en entraînement. Enfin, j'y connais pas grand-chose, Ok, oui. Ok, oui. mais a priori, voilà, ça marche un peu comme ça. Donc, l'autre truc, c'est quand tu reçois du feedback, t'appliques. Et puis la dernière petite erreur, et celle-là, elle est un peu plus challenging, mais c'est ne demande pas du feedback qu'à tes potes. Parce que c'est Oui. confortable au départ. Bien sûr, c'est le coup que tu évoquais, tu as de la personne qui vient te voir. Alors, c'était bien. Et tu sens bien que dans le c'était bien, il a juste envie d'être rassuré et c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas du feedback. Donc, à un moment donné, il faut avoir pris suffisamment de feedback positif dans sa vie, être Hmm. suffisamment à l'aise et avoir suffisamment rempli ses réservoirs estime de soi pour être capable petit à petit aller demander du feedback à des gens qui pensent très différemment de toi. Tu ne prendras pas tout leur feedback, ça reste un cadeau, c'est libre, etc. Mais Oui. tu verras que si tu fais ça, tu vas t'offrir non seulement des opportunités pour toi de voir différemment certains aspects de tes comportements, mais en plus, sur le plan humain, tu offres une deuxième chance à la relation parce que quand tu vas demander du Très bien, ouais. feedback à quelqu'un qui dit, mais attends, mais normalement, on ne s'aime pas, nous. Hmm, hmm. Et tu demandes du feedback. Voilà. Donc ça, c'est aussi un cheminement personnel. Waouh, excellent. Excellent, excellent. Et tu vois, j'ajouterais, en tout cas de la pratique que je peux voir, l'idée de dire, une fois qu'on a mis en place tout ce qu'on a mis, et notamment ce que tu dis à la fin, d'essayer de mettre en pratique et d'appliquer, je rajouterais volontiers une étape de faire savoir à l'autre que j'ai appliqué. Parce que parfois, je peux tenir compte de ce qu'il m'a dit, je peux l'avoir appliqué, mais l'autre ne le voit pas, ne le sait pas. Et parce que je le fais peut-être dans mon quotidien qui est non visible par lui. Et ça peut lui montrer que quand il dit, c'est pris en compte, c'est entendu, c'est remercié et c'est appliqué. Et donc, ça va l'encourager à peut-être à un moment donné aussi par lui-même prendre ses initiatives de venir me donner des feedbacks. Euh, Complètement d'accord. On parle dans tous les séminaires de leadership, on dit il faut créer de la confiance. Un leader, ça crée de la confiance, ça a confiance. Okay. Bon, tout le monde dit ça. Bon, la réalité, c'est que sur le terrain, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ouais, ouais. La confiance, ça bouille, ça se décrète, machin. Mais enfin, quand tu manages réellement, il y a des gens qui t'ont confiance, il y a des gens qui t'ont pas confiance, il y a des gens qui t'ont confiance un jour et puis un jour dans le match, ils te font un truc à l'envers et là tu dis oula, attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Et d'un seul coup, la confiance est un peu ébranlée. Hein, et Ouais, la confiance, c'est comme le vélo, hein, c'est très long à la montée, puis c'est assez rapide à la descente. oui. Euh, une manière de construire concrètement de la confiance, c'est ce que tu viens de dire. C'est Ok. je demande du feedback et je vais prendre en compte ton feedback et je vais te montrer que je prends en compte ton feedback. Parce que là, d'un seul coup, je suis en train de te dire, tu comptes. Ton Ouais, avis, c'est ça. tes idées comptent. Tes avis et tes idées me transforment. À tes collaborateurs et tu as ton chef qui te dit ça, tu dis waouh, c'est pas la majorité des chefs que j'ai connus. Hmm. Et Et sur les fonctionnements d'équipe où parfois justement, tu sais, on se dit, tiens, on est dans l'ère du management participatif, donc on va demander l'avis, on va solliciter l'avis. Quand tu sollicites l'avis et que soit au préalable, tu avais déjà décidé que tu allais faire, par exemple, entre bleu et rouge, tu avais décidé que tu ferais bleu, tu leur demandes leur avis, ils ont dit rouge, c'est pas grave, tu leur as demandé l'avis, ou bien l'avis qu'ils donnent, tu le suis pas, mais tu n'en as pas, tu leur démontres pas pourquoi tu le suis pas, etc. Il y a vraiment ce sujet notamment en entreprise, de ce que je peux voir, des gens qui disent ouais, de toute façon, on s'en fout de notre avis. Et si on nous le demande, c'est justement parce qu'on a fait des trucs de management où on nous dit que c'est important. Or, la concrétude du terrain et les véritables engagements qu'on prend, ce qu'on fait dans la vraie vie, c'est ce qui est fondamental justement pour développer de la confiance, pour le coup, et de la cohésion. bah, je partage à 200%. Si je le dis avec mes mots, comme moi, je fais la distinction entre leadership par soumission et leadership par engagement. Un des trucs les pires, il y en a d'autres, mais l'un des pires, c'est la soumission qui se déguise en engagement. Donc, c'est leader par soumission qui se déguise en leader par engagement. Il fait exactement ce que tu fais. Il a déjà son idée, mais il va faire du pseudo-participatif. Et il va arriver, il dit bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça tombe bien, c'était mon idée. Et il n'y a rien de plus démotivant. Là, tu veux casser la confiance, bah, fais ça, parce que tu as grosso modo, tu m'as fait perdre 2 heures de réunion. En plus, potentiellement, tu as créé de la frustration parce que moi, je pensais que rouge, c'était mieux. Mmh. Et si en plus, moi, je suis l'expert du sujet dans l'Assemblée, c'est-à-dire le plus compétent pour décider, et que finalement, on se rend compte que ce n'est pas l'expertise qui compte, mais c'est le titre et le grade hiérarchique, bon, bah là, pour péter l'engagement d'une équipe, il n'y a pas mieux. Mmh. Et on le voit encore beaucoup, et à des très, très hauts niveaux. J'ai en tête 2-3 personnes là qui sont des spécialistes du truc, et c'est juste un cauchemar pour leurs équipes. Absolument, absolument. J'aimerais bien justement que tu puisses donner quelques conseils aux leaders qui sont en train de nous écouter, que ce soit actuellement en live ou en replay, sur comment arriver à incarner de plus en plus
ce leader par engagement, parce qu'on est tous des humains. Il y a des fois, quand on est en position d'autorité, on peut avoir envie, alors tu nous rappelais tout à l'heure le ratio de 10-90, mais on peut avoir envie ou sans avoir envie, assez naturellement pencher vers le leader par soumission. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques qui pourraient aider nos leaders ici présents à se développer davantage vers le leader par engagement? Alors, le premier conseil que j'aurais envie de donner par rapport à ça, c'est de se dire, vous devez éduquer les followers à ça. Moi, je pense qu'il y a un art du leadership, mais je pense qu'il y a un art du followership. Et que c'est noble d'être un follower. C'est noble d'être les meilleurs followers. Hein, on n'a peut-être pas tous vocation à être des leaders dans un domaine, etc. Mais par contre, il faut expliquer ce que ça veut dire. Et il faut expliquer, par exemple, à des équipes que, voilà, il y a des moments, je donnerai des ordres pour telle et telle raison, parce qu'on a besoin de trancher, parce qu'on a besoin d'aller vite, parce qu'on peut, à un moment donné, c'est quand même bleu ou rouge. On ne peut pas faire un truc entre bleu et rouge. Donc, on va choisir bleu ou rouge, et c'est mon rôle de leader que de le faire. Mais dans 90% des cas, on va essayer de trouver du consensus, etc. Donc, je pense qu'il faut expliquer, clarifier, expliciter ça. Ça, pour moi, ça serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que, bien évidemment, je vais le ramener à du feedback, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui a des capteurs dans l'équipe et qui va lui permettre de prendre en permanence le pouls de l'équipe, mais aussi le pouls de sa réputation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va savoir dire, tiens, hier, j'ai peut-être trop insisté là. Hier, par contre, j'ai laissé passer ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire. Par exemple, si vous avez la chance d'être dans un rôle où vous avez une assistante de direction, voilà, quand on est président d'un groupe et qu'on a une assistante, il y a un truc qui est à peu près commun dans toutes les organisations, c'est que tout le monde vient baver dans le bureau de l'assistante du patron. Oui. Hein, donc, elle sait tout. Elle sait Oui. tout. Et donc, si vous créez avec elle la routine qui est qu'elle a le droit de vous dire la température et de vous faire du feedback en retour et que vous prenez ça en compte, bah, vous allez être un meilleur leader par engagement qu'un autre. Troisième conseil, comme en toute chose, éviter les excès. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le leadership par soumission ou c'est pas le leadership par engagement. Le problème, c'est l'excès de leadership par soumission qui s'appelle la dictature ou la tyrannie. Et puis, c'est aussi l'excès de leadership par bienveillance qui s'appelle le laisser-faire et l'abandon des équipes. C'est-à-dire que moi, je pense aussi qu'il y a une espèce de dérive parfois où on perd totalement de l'autorité et l'équipe part en déliquescence. Et ça, c'est aussi très mauvais. Hein. Donc, c'est l'excès qui est mauvais. Et donc, il faut trouver ce bon ratio qui peut fluctuer. Et on le trouvera par essai-erreur, par touches successives, mais donc par itération et avec des boucles de rétroaction. Voilà, globalement, si je devais donner quelques pistes par rapport à ça. Et puis après, je dirais, le métier du leader, il est passionnant et très compliqué. Moi, je crois fondamentalement qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait être à la fois exigeant et bienveillant, et que derrière ça, pour tenir longtemps en leadership, parce que c'est quand même assez compliqué, hein. Dans les bouquins, c'est simple, et dans la vraie vie, manager, c'est quand même quelques belles batailles. Moi, je crois que pour être un vrai bon leader, il faut aimer profondément les gens, mais apprendre à aimer les gens. Et probablement commencer par s'aimer soi-même. Parce que pour moi, et en plus, c'est une petite transition, un petit écho à notre intervenant d'après, Greg Harvis, qui est en train d'attendre dans l'antichambre, qui dit que tout part de soi. Aimer les autres, c'est important, mais si on ne s'aime pas soi-même dans le sens le plus noble possible en tant que leader, ça va être assez difficile d'aller chercher ce qui est chez l'autre. Et dans aimer les autres, il y a aussi, me semble-t-il, cette nécessité d'aller regarder ce qui est beau et grand chez l'autre et pas se centrer uniquement sur ses limites, défauts, carences. Parce qu'on peut tous passer notre temps à regarder ce qui ne va pas chez l'autre et c'est le meilleur moyen justement de ne pas arriver à générer cet amour des autres et pour le coup ce leadership par engagement et cette cohésion. Waouh, Stéphane, c'était encore... Alors Dieu sait que j'avais... Alors je dis toujours à mon audience, il ne faut pas avoir d'attente parce que attente égale souffrance. Quand tu as des attentes de choses, ça veut dire que tu voudrais que ce soit comme ça. Mais du coup, si ça ne se passe pas comme ça, c'est pas normal. Tu es triste, frustré, déçu, etc. Et pour autant, j'avais des attentes super élevées avec ton intervention en toute transparence. Et je veux vraiment te remercier. Tu as encore amené mais tellement de matière, d'outils, de contenu, de points, de structuration. C'est hyper important pour moi et je sais que ça l'est pour toi aussi. C'est hyper important pour moi que dans mes sommets, dans mes masterclass avec mes invités, on ne soit pas juste à faire du blabla. Je participe à tellement d'événements où les gens sont là, se racontent et on en repart en disant bon, ok, d'accord, mais concrètement, j'en fais quoi? Là, tu nous as envoyé tellement de contenu et en réalité, ce que je sais, c'est que quand on déploie et qu'on apporte plein de valeurs comme ça,
et c'est le meilleur moyen de donner encore plus aux gens envie d'aller plus loin avec nous. Donc, ce que je vous invite à faire tous, c'est à suivre Stéphane Moriou sur ses réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Si ici, il y a des gens qui organisent des conférences pour leurs entreprises et qui veulent aller chercher ce sujet qu'on a vu, qui part de pas grand-chose, mais qui en fait est tellement universel, ben forcément, il y a une ressource unique qui est toi, et je veux chaleureusement te remercier de la richesse, la complétude et l'extraordinaire contenu que tu nous as partagé. Je suis très honoré de ta présence. Bah, écoute, le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour ça. Mais moi, je serais ravi de faire une scène avec toi parce que je pense qu'il Ah y oui, a des choses. Alors, je vous le dis tout de suite, je fais 1m74, hein, donc à côté de Nico, bon, j'ai l'air absolument ridicule. Mais bon, voilà, je serais très, très heureux de le faire. À ben grand, grand ça, merci à toutes et à tous. Merci. on va voir ça avec notre camarade Eric. Pour moi, ça serait une grande joie. Ciao. Prends soin de toi, Steph. Très bonne Merci rentrée et à beaucoup. très, très, Merci à très, toutes très et à vite. tous. Merci.